Pour comprendre le rapport de force qui oppose les hommes à la mer dans la baie de Lancieux, il faut relire la formation de ce territoire littoral à l'échelle de plusieurs millénaires. Car depuis toujours, c'est la mer qui dessine ce bord de terre. Mais les hommes, en s'implantant sur ce territoire, ont contraint et modifié sa physionomie. Nous remontons donc 20 000 ans en arrière. L'Angleterre et la France ne forment alors qu'une seule surface de terre émergée, et les cours d'eau se jettent dans un grand fleuve situé au milieu de la Manche. Progressivement, la mer envahit cette grande vallée de la Manche et s'insinue dans les endroits les plus bas, plaines et fonds de petites vallées affluentes. Ici, le trait blanc représente le trait de la côte actuelle de Saint-Briac à Saint-Jacques. Sur notre territoire, la terre s'étend donc bien au-delà des îles des Ébillins et de l'Ilago. Le niveau de la mer monte progressivement et ronge le socle. La baie commence à se creuser, mais elle est bien plus loin qu'actuellement. Les fragments rocheux les plus solides commencent à se dégager. Derrière, les terres sont recouvertes de landes incultes et de forêts impénétrables. En moins 6000 avant Jésus-Christ, la mer achève sa remontée et creuse profondément le littoral. Les portions rocheuses sur lesquelles sont aujourd'hui implantés Saint-Jacques et Lancieux sont alors des presqu'îles. Progressivement, l'élévation du niveau de la mer ralentit et n'est plus que de quelques centimètres par siècle. La mer envahit les zones basses et pénètre plus profondément dans l'intérieur des terres. Les vagues et courants marins commencent à déposer des sédiments dans la baie. Elles créent alors de grandes zones marécageuses qui se comblent sous l'accumulation progressive de sable et de vases marines. La morphologie du rivage se rapproche progressivement du trait de côte actuel. Progressivement, le fond de la baie se sédimente et les cours d'eau se boisent et se referment. Sur le rivage, des cordons littoraux se forment et finissent par relier les îles au continent. Les hommes s'installent sur ce territoire dès l'âge du fer. Mais c'est à partir du XIVe siècle qu'ils influent véritablement sur son paysage. Au Moyen Âge, l'abbaye s'installe à Saint-Jacques et exploite les terrains en face à Lancieux. Ces moines défricheurs commencent à cultiver le sol dans les terres. Ils cultivent du blé qu'ils transforment en farine dans le moulin du Buglé. Pour rejoindre le moulin depuis l'abbaye, un chemin est tracé à travers la baie entre Saint-Jacques et le Tertre-Corlieu. Le marais dans la baie offre des sols sédimentaires très riches. C'est la raison pour laquelle, dès le XVIe siècle, on construit la première digue, la digue aux moines. C'est le début de la poldérisation de la baie de Lancieux. Progressivement, le territoire est occupé par les hommes. Au XVIIIe siècle, de nouvelles digues sont construites pour assécher le marais et créer des polders sur 48 hectares supplémentaires. Dans les terres, les grandes surfaces sont progressivement défrichées et mises en culture, entourées de talus boisés. Au XXe siècle, le réseau de routes et les bourgs se densifient. Tout le territoire est cultivé. Dans le fond de la baie, la sédimentation continue et se fixe en marais salés creusés par des filières. Depuis plusieurs siècles, le trait de côte semble donc avoir été fixé par les hommes qui l'habitent. En poldérisant la baie depuis le XVIe siècle, les hommes ont figé le sol et contraint une dynamique naturelle de l'eau très puissante mais imperceptible à l'échelle de temps humaine. Depuis 1950, l'occupation des hommes sur le territoire s'est accélérée. Qu'en est-il alors du trait de côte? Observons ces modifications plus précisément. Les photos aériennes de la baie depuis 1950 mettent en évidence une transformation importante du territoire, mais un trait de côte fixe. Dans les terres, le bocage disparaît progressivement pour augmenter la rentabilité agricole. Les bourgs grossissent et l'habitat se diffuse entre Ploubalay et Lancieux le long de la route, mais également le long de la côte au nord. Si l'intérieur des terres s'est transformé en se peuplant progressivement au XXe et XXIe siècle, la côte en revanche n'a pas beaucoup évolué. En l'artificialisant, les hommes l'ont fixé. En observant plus précisément le fond de la baie, on remarque néanmoins une transformation du shore. En effet, la mer en s'engouffrant lentement dépose des sédiments dans le fond de la baie. Ainsi, le phénomène de montée des eaux provoque également une augmentation du volume des sédiments en fond de baie qui progressivement s'enherbent et ralentissent la vitesse de l'eau. C'est le phénomène d'engraissement du shore. Aujourd'hui, le territoire du polder est le même que celui du XVIIIe siècle. Pourtant, si l'on étudie un peu plus attentivement ces terres gagnées par les hommes sur l'eau, on commence à déceler la force de la mer, camouflée par les efforts humains. Ces terrains, gagnés sur la mer, sont les témoins matériels de la volonté humaine de maîtriser l'élément marin, de lutter et de s'étendre sur la mer. Pour ne pas être submergés à chaque marée, ils ont été protégés par des digues. La plus ancienne est celle de la digue aux moines, édifiée au XVIe siècle. Au XVIIe siècle arrive la digue de la Roche, puis la grande digue au XVIIIe siècle. De par leur dureté, elles permettent de fixer ce qu'on appelle le trait de côte, la ligne qui délimite l'étendue d'eau marine. La série d'événements que nous allons vous présenter met en avant la tension qui existe entre la terre et l'eau sur ce territoire, entre l'homme et la mer. La première intempérie, recensée au XXe siècle, a lieu en 1929. Sur les polders, une agriculture s'est établie. De nature argileuse, les sols se compactent et limitent la bonne infiltration des eaux de pluie. De plus, les polders sont également l'espace de recueil des eaux de bassins versants.
Lorsque les pluies diluviennes s'abattent sur le territoire, les polders deviennent le siège d'une inondation spectaculaire et sont peu à peu immergés. L'eau qui s'accumule ne peut ni s'infiltrer dans le sol, ni s'échapper vers l'estran. Le sol argileux et les digues lui font barrage. On décide alors d'effectuer 2 brèches dans la digue aux Moines afin d'acheminer l'eau jusqu'à la digue de la Roche. Les exutoires prendront par la suite le relais afin de laisser l'eau repartir dans la mer. Progressivement, l'eau s'efface et les cultures des polders reprennent. Ne reste alors que peu de traces de cet événement. Les 2 brèches de la digue aux Moines en sont les seuls éléments physiques. Les mémoires ont quant à elles déjà oublié cet incident. La mer, contrainte par les digues, ne peut s'étendre comme elle le souhaite. Alors quelquefois, elle vient nous rappeler que l'homme n'est pas le plus fort. En 1985, une grande marée entraîne la submersion du polder de Ploubalay. La mer passe par-dessus la digue et progressivement retrouve son ampleur naturelle, celle qu'elle détenait avant la construction des polders. Cette insertion de l'eau marine redessine le trait de côte. Mais les exutoires ne suffisent pas pour évacuer l'eau de mer. Une brèche est alors creusée dans la digue de Ploubalay. L'eau repart. La digue est réparée. Ainsi, une tension s'exerce entre les actions anthropiques, celles de l'homme, et les mouvements naturels, ceux induits par la mer. 5 ans plus tard, une marée d'équinoxe témoigne encore de cette mésentente. La mer s'immisce dans les terres. C'est une nouvelle fois le polder de Ploubalay qui va accueillir les eaux du fait de son positionnement dans la baie, dans l'axe des houles et des vents. Une fois la digue submergée, l'eau de mer se propage et la maison du polder a les pieds dans l'eau. Une brèche est creusée. L'eau repart. Elle a interdiction de rester et doit retrouver son lit, celui que les hommes lui ont attribué. La brèche est comblée. La digue retrouve sa linéarité. Tous ces événements fragilisent la digue de Ploubalay. Des travaux de renforcement sont effectués, mais malgré tout cela, en 2006, la digue se fissure face à la pression exercée par la mer. La mer y voit là une nouvelle opportunité pour atteindre son lit initial, celui qu'elle occupait avant la construction des polders. Elle se retire naturellement, reprenant le même trajet que l'allée. Elle laisse derrière elle des coulées de boue, des mouvements de terre, comme un message qu'elle veut nous faire passer, c'est mon territoire. Alors on répare une nouvelle fois la digue. Ces événements nous questionnent. Jusqu'où, ou plutôt jusqu'à quand, allons-nous contraindre les mouvements naturels de l'élément marin? L'homme a toujours considéré son rapport à la mer comme une lutte, un combat, des territoires à gagner, ou du moins à ne pas céder à l'ennemi. Dans les polders de la baie de Lancieux, les hommes ont tenté de réparer, de camoufler les traces de la force naturelle de la mer. Pourquoi ce rapport de force conflictuel? Aujourd'hui, la mer monte. N'est-ce pas l'opportunité de re-questionner notre relation à la mer? Le moment de se demander, finalement, quelle position veut-on adopter aujourd'hui face à la montée des eaux?